termes de participation, en termes de visibilité, en termes de pénétration de la recherche algérienne dans le concert des nations au sens large. Je vous parlerai de la situation réelle et bien sûr des perspectives. Vous verrez que s'il y a des retards, s'il y a des difficultés, ce n'est pas de la responsabilité du chercheur seulement. Et je ne dirais pas que la responsabilité est partagée, non, parce que je n'assume pas. Mais il y a des gens qui ont fait en sorte qu'on soit dans une situation que nous ne méritons pas. La présentation que je fais, donc, c'est une présentation publique. Je vous invite aussi à en assurer la large diffusion. Et le message principal que je voulais mener, c'est comment expliquer aux chercheurs, comment expliquer aussi aux mastérants, aux jeunes étudiants, qu'ils doivent construire leur avenir par eux-mêmes. Ce qu'on fait, c'est essayer de faire connaître les instruments nécessaires. Bien sûr, on ne va pas faire de la politique. Je vais vous raconter une anecdote très très simple sur les MOOC, donc tout ce qui est système donc, en ligne, etc., et notamment de certains pays, je ne vais pas citer. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on essaie d'attirer des étudiants en leur disant voilà, vous avez des cours, vous avez des exercices corrigés, venez, il ne faut pas perdre de vue une chose. C'est que ces structures, ces organismes internationaux vont connaître nos étudiants mieux que nous. Et donc ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Et ne soyez pas étonnés donc, si beaucoup d'étudiants continuent à partir. Moi je disais qu'aujourd'hui, on a 417 000 scientifiques recensés INSEE en France, algériens recensés INSEE en France, dont plus de 192 000 au cadre. Je dis que la vérité, on doit la dire toute crue. Je dois dire aussi que l'Algérie, elle est à la 125e place sur 128 en termes de capacité de retenir l'élite. Les premiers, bien sûr, c'est les Suisses. Singapour est à la 4e position, mais nous sommes à la 125e position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir une lumière qui a une idée géniale et pratiquement vous l'aider à rahbakra. Si on veut construire une société, si on veut construire un pays, il faut absolument mettre les moyens. Maintenant, ce n'est pas d'illusion. Lorsque on a beaucoup d'opportunités qui viennent pour la coopération, moi je le dis d'abord, il faut armer les gens de savoir-faire, etc. Maintenant, sans l'avenir, il peut le construire comme il veut. Fibladou, la fibladoura, mais ce qui nous intéresse, c'est l'avenir de nos enfants. Et quand je dis financement coopération, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer et on ne donne pas pour rien. On ne donne pas pour rien, ça vous le savez, même si l'échange inégal, on ne le voit pas immédiatement, mais il y a des réalités donc, qu'il est nécessaire d'essayer d'analyser. Et les structures en charge de la coopération ont une mission importante. Mais il faut qu'on serve avant tout de relais, pas de structure de décision. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui disent j'ai déposé ceci, on ne veut pas me signer. C'est pas là. Il faut absolument mener l'information chez les gens, les encourager à aller vers l'excellence. Même si cette excellence, ils vont la valoriser dans d'autres pays, aujourd'hui on veut valoriser les compétences nationales, les compétences algériennes, les compétences du futur. Donc je dresserai tout simplement dans mes présentations premièrement la situation de la recherche, m'excusez, mais telle que je la vois moi, quoique même je suis sur la même longueur d'onde avec le professeur Ouarak, on parle le même langage. Je dis on parle le même langage, malheureusement ce n'est pas le même langage qui est partagé par tout le monde.
Je le dis aussi que la recherche algérienne, je vais vous expliquer lorsqu'on va parler de projets de coopération, la recherche de façon globale n'a jamais été réellement au centre des préoccupations des décideurs. Je donnerai même des contre-exemples, preuve à l'appui. Mais la perspective aussi de projets tels que le futur projet européen, Horizon Europe, je vous verrai, je fais un diagnostic et puis on discute ensemble. Je vous montrerai quelle est la place de l'Égypte, quelle est la place de la Tunisie, quelle est la place du Maroc. Comment des pays peuvent mettre $1 pour en récupérer 18. Comment on essaie de mettre de l'argent et qu'on le gaspille. Et tous ces éléments-là, à travers des présentations que j'assume, et puis vous verrez les sources d'information, c'est pas moi qui les... donc je voudrais que la présentation soit la plus diffusée possible, qu'elle puisse vous servir comme base de travail, et puis s'il est nécessaire de revenir sur certains aspects, ou si vous avez besoin de compléments, on est toujours à votre disposition. Donc je vais essayer en l'espace d'1 heure de vous brosser un peu la situation, et puis bien sûr je serai là pour l'écoute, pour des éclaircissements. Voilà. Merci. Il y a une absence de, comment dirais-je, c'est-à-dire on contraint tellement les étudiants à essayer d'avoir leur production, leur papier pour soutenir qu'il suffit qu'il y ait la première acceptation au Roncha, parce que jusqu'à présent, on accepte un papier qui apparaît dans ce qu'on appelle la catégorie B, Scopus, etc., mais on ne tient pas compte du facteur d'impact. Alors, donc on est 4e position, donc 5e position en Afrique si on compte l'Égypte, mais on est 9e position en termes de citation. Quelques grands domaines, l'agriculture et biological science, donc 8e position, toujours la même chose. Chemical engineering, on serait dans la 2e position, donc tout ce qui est génie des procédés, et avec les sciences de l'ingénieur en général, computer science également, on est à la 3e position, avec une bonne production, donc on pourrait analyser ça et comparer à tête reposée. Ben, comme je le dis, voici les faits, quelles conclusions pouvons-nous en tirer? Alors, j'ai mis tout simplement ici dans ce graphe notre logo du Web of Science, The Highly Cited Researchers, 2018. Donc, les chercheurs les plus cités au Maghreb et dans le monde arabe, c'est les Algériens. Les plus cités, ça ne dit pas leur savoir-faire, leur compétence, etc. Il n'y a pas de Marocains, il n'y a pas de mandat. Hein, donc, dans les plus cités, donc, pour voir. Et la question que... Vous n'avez pas compris, madame? Non, et la question qu'on se pose, pourquoi alors, si nous avons les chercheurs les plus cités, pourquoi ils ne sont pas capables, pourquoi on ne les a pas amenés à réfléchir en termes de projets internationaux et en termes donc de capacité de mobilisation des fonds extérieurs. Vous savez, les projets européens, vous ne faites pas, c'est le projet, vous avez votre financement et vous êtes le maître du financement. Après la communauté européenne, il faut savoir que même si vous financez, vous utilisez un fonds de la communauté européenne, le fonds, il appartient à la communauté européenne. Mais quand vous avez une conférence, on vous envoie une invitation et vous pisez sur le fonds. Vous achetez votre billet d'avion, vous prenez vos perdiens, etc. C'est très souple. Pourquoi? Quels sont les efforts qu'on a fait pour mobiliser un peu ces ressources? Je parle highly cited researchers, mais je n'ai pas besoin d'être highly cited pour m'engager dans certains programmes et certains projets. Donc, nous pensons
indépendamment des contextes de l'environnement, de l'administration, de la bureaucratie, etc., qui sont massacrants, qui sont tuants. Mais je dis, on a appris à se battre, mais le chercheur qui a un financement, il a quand même une certaine liberté dans la gestion de ses fonds, et cette liberté, elle est garantie par qui? Elle est garantie non pas par les responsables des institutions, non pas par les recteurs, mais elle est garantie par les affaires étrangères. Là, j'ouvre une petite parenthèse. J'ouvre une petite parenthèse. Il y a effectivement des projets qui sont montés par des équipes algériennes où, par exemple, le recteur refuse de signer. Vous allez parler avec le directeur de la coopération, je connais le recteur. Le recteur, il appartient à un pays et le pays il est représenté par les affaires étrangères. Quand j'ai le ministre des Affaires étrangères qui signe pour un projet H2020, il ne faut pas qu'un recteur il veut le canard parce que fait maintenant, fait avec le bled que je ne vais pas citer puisque c'est enregistré, etc. Donc, Matroche. Non, ça ne relève pas donc, des compétences de cet établissement. Coopération internationale, ça relève des affaires étrangères. Quand les affaires étrangères vous disent on a signé avec l'Afrique du Sud, il faut aller avec l'Afrique du Sud. Voilà. Donc, je disais que la principale remarque, c'est de dire comment faire, comment travailler ensemble pour que les gens qui ont de réelles capacités puissent avoir accès à ces projets. Et bien sûr, c'est l'objet de ma présentation. J'espère vous donner donc les mécanismes. Alors, comment élargir son réseau de recherche et gagner en visibilité avec les pays européens? Donc, je reste avec les pays européens. Alors, je vais vous parler donc, de l'accord bilatéral Algérie-Union européenne que nous avons initié dès 2008-2009. Je vais parler de H2020. Je vais parler de ce qui va venir après le H2020 en 2021, c'est Horizon Europe. Et bien sûr, je vais vous parler donc d'un programme européen qui finance la mobilité et qui fera l'objet donc de ma présentation. Alors, le premier élément, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, les paramètres principaux de la mobilité, c'est autour de ces 4 concepts qui sont utilisés dans les projets internationaux, the teaming, the twinning, the co-publication, student supervision. Alors, le premier, c'est le teaming, team, équipe. Donc, la création d'équipes. Tout se fait à travers les équipes, elle ne se fait pas à travers les individus, à travers les équipes. Ça veut dire qu'il faut intégrer des équipes qui existent. Le deuxième, c'est le jumelage. Le jumelage, il y a aujourd'hui des conventions, on va parler après des financements, etc., qui méritent une attention particulière. Mais si les 1200 conventions qui ont été signées par devant les journalistes, on signe une convention, on a signé. Non, les conventions où il y a réellement derrière des capacités scientifiques qu'on peut mobiliser. Les co-publications, j'en ai parlé, et puis student supervision, donc tout ce qui est co-encadrement, co-tutelle de thèse. Alors en 2008, nous avons engagé la coopération, les discussions avec l'Union européenne pour élargir le traité de partenariat Algérie-Union européenne au domaine de la science et de la technologie. L'Union européenne a un projet, une convention cadre, comme les universités au Nord. Voilà la convention type, voilà, on change le nom et le prénom, etc. Donc il y avait une convention type avec l'Union européenne, on l'a refusée. On l'a refusée, pourquoi? Parce que l'Algérie, quand même, elle a des spécificités. L'Algérie, elle a donc beaucoup d'échanges avec l'Union européenne. Et donc, il faut approfondir ces discussions. Donc, de 2008, donc, il y a eu des négociations. Donc,